Donc on continue l'enseignement de statistique générale. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est comparaison de deux moyennes et comparaison de deux variances. Alors ça a l'air excessivement simple comme ça, mais ça va être l'occasion pour nous d'introduire ce qu'on appelle les tests statistiques qui sont extrêmement utilisés partout. C'est un standard de publication de résultats scientifiques. Alors, comme toujours, on va commencer par examiner données, notation, questions, formalisation. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, on va passer beaucoup de temps à ça. Et avant de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, on va regarder quelle est la structure des données. C'est une chose qui est toujours difficile. Il faut que vous ayez en tête des tas de structures de données. Parce que quand vous arrivez quelque part, les données, elles ne sont pas naturellement structurées en tableaux. Elles sont souvent éparses dans des cahiers de laboratoire, dans des fichiers Excel plus ou moins mal fichus. Donc c'est un travail qui souvent n'est pas très simple de savoir structurer les données de façon à permettre leur analyse statistique. Alors ici, de quoi s'agit-il? On dispose de deux échantillons. Voilà. Un premier échantillon ici qui contient N1 individus sur lequel on a mesuré la variable X. Du coup, je vais l'appeler X1. Alors par exemple, mes N1 individus statistiques sont des parcelles. Et puis sur ces parcelles, eh bien, j'ai cultivé des céréales. Et puis ma variable X, c'est le rendement de la céréale. Bon, ça pourrait être ça. Ici, j'ai un deuxième échantillon. Donc c'est un autre ensemble de parcelles qui, cette fois, sont en nombre N2. Tout à l'heure, nous avions N1, maintenant nous avons N2. Eh bien, sur ces autres parcelles, je les ai cultivées de la même manière. J'ai récolté, j'ai mesuré le rendement. Donc je dispose de N2 valeurs de rendement. Alors quelle est la différence entre les parcelles du groupe 1 et les parcelles du groupe 2? Eh bien par exemple, les parcelles du groupe 1 ont été cultivées avec la variété 1, les parcelles du groupe 2 ont été cultivées avec la variété 2. Bien. Alors, pour chaque variété, je calcule la moyenne, x bar 1, x bar 2 ici, l'écart type, S1, l'écart type, S2. Ça, ce sont mes données. Autres exemples. Les exemples, il y en a énormément. Vous pouvez être, si vous me placez dans une situation marketing, vous pouvez dire, voilà, moi je suis une société de vente par correspondance, je veux tester 2 offres commerciales. Alors je prends dans mon fichier, et puis dans mon fichier, je prends, je ne sais pas moi, 500 personnes, auxquelles j'envoie l'offre commerciale numéro 1, et puis je prends dans mon fichier 500 autres personnes, auxquelles j'envoie mon offre commerciale numéro 2. Alors, je retrouve bien ici N1 égale 500, N2 égale 500. Et qu'est-ce que je mesure? Eh bien, je mesure le chiffre d'affaires généré par ce mailing. Alors donc, X1I, eh bien, pour l'offre commerciale numéro 1, c'est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec la personne I. Bon, bien sûr, j'aurai beaucoup de zéros. La question n'est pas là ici. C'est pour vous donner un autre type d'exemple. Dernier type d'exemple, est-ce qu'on s'intéresse beaucoup à l'analyse sensorielle? On s'intéresse aux tests de perception. Les tests de perception du style, à partir de combien de grammes de sucre dans l'eau, vous reconnaissez qu'il y a du sucre. Voilà. Alors, ce seuil de perception, on peut se poser la question, est-ce que c'est la même chose pour les filles et pour les garçons? Donc pour ça, je prends par exemple 10 filles, et puis je mesure le seuil de perception, c'est-à-dire la teneur en sucre à partir de laquelle la personne dit ça c'est du sucre. Donc j'ai une dizaine de valeurs, et ici ce que j'ai c'est le seuil de perception avec un seuil moyen pour les filles. Ici, j'ai les garçons avec un seuil moyen pour les garçons. Voilà. C'est un autre exemple pour vous montrer que ces comparaisons de moyenne, on les a en permanence. Alors, en fait, le fichier sur lequel on réalise des analyses, ce n'est pas la concaténation de ces deux fichiers, ou plus exactement, c'est leur concaténation, mais verticalement ainsi. C'est-à-dire, je construis un fichier unique. Dans ce fichier unique, je vais avoir finalement maintenant deux variables. Je retrouve bien ma variable rendement, si je me mets toujours dans la situation des parcelles. Donc ici, je me retrouve avec la concaténation des deux colonnes de rendement. Et puis ici, je vais avoir une variable qui du coup va être qualitative, qui va être le numéro de l'échantillon, ou plus exactement le numéro de la variété, ici, le numéro de l'offre commerciale dans l'autre exemple, ou le genre fille-garçon dans le troisième exemple que je vous ai donné. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous faites une comparaison de moyenne, en fait, vous avez un fichier unique. Retenez cette idée de fichier unique quand vous ferez des analyses statistiques. Il faut toujours avoir des fichiers uniques. Et dans ce fichier unique, j'ai une variable qualitative qui est le numéro de l'échantillon, en l'occurrence ici le numéro de la variété, et puis la variable quantitative que j'étudie, par exemple le rendement.
Alors pourquoi je fais tout ça? Voilà. Alors, je vous donne deux exemples. Un petit exemple numérique en haut qui va nous servir pour illustrer les calculs. Alors c'est un exemple que j'ai fait à la main, exprès pour que les calculs tombent juste. Donc on a des rendements en blé, on a deux séries de 8 parcelles, hein, donc 79 quintaux, 78, 80, etc. Bon, voilà. Et puis ici, 80, 80, 80, etc. Bon. Les moyennes sont de 80 et 81,5, et le S', c'est-à-dire l'estimation de l'écart type, ça vaut pile 1. Donc j'ai pris des chiffres de manière à avoir des calculs aisés. La différence de rendement, c'est 1,5, et puis les écarts types sont de 1. Alors, quelle question je me pose? La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai une variété qui a un meilleur rendement que l'autre? Voilà la question que je me pose. J'ai deux variétés, est-ce qu'elles ont le même potentiel? C'est bien ça ma question. Alors on pourrait dire, bah, écoutez, il y a deux façons. La première façon, c'est de dire, bah oui, il y en a une qui fait 81,5, l'autre qui fait 80. Il y en a une qui a un meilleur rendement que l'autre, et puis c'est terminé. Alors pourquoi on ne dit pas ça? Alors, quand on fait les petits graphiques, là, les représentations axiales, alors là j'ai fait la représentation axiale avec l'échantillon numéro 1 et l'échantillon numéro 2. Plus exactement, ici c'est l'échantillon numéro 2 et ici c'est l'échantillon numéro 1. Bien. Alors je mets des petits points ou des petits carrés pour représenter les valeurs. Alors je vois quoi? Je vois que dans l'ensemble, pour la variété numéro 2, on a un meilleur rendement qu'ici. Néanmoins, j'ai une forte variabilité ici. Cette forte variabilité, c'est ce qu'on va appeler de la variabilité intra, c'est-à-dire que j'ai beau me placer dans les mêmes situations expérimentales, je n'ai pas toujours le même résultat. C'est ça, la variabilité biologique incompressible. Cette variabilité biologique incompressible, c'est je réalise, avec la meilleure volonté du monde, la même expérience plusieurs fois de suite, je n'ai pas le même résultat, il faut que je prenne en compte cette variabilité. Alors, ici, on va être confronté à deux raisonnements. Un premier raisonnement de nature statistique, mais statistique vraiment empirique, qui dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, dans l'échantillon 2, on a en moyenne un meilleur rendement, donc la variété 2 est meilleure. Et puis après, vous pouvez vous heurter sur le terrain. Alors vous pouvez le noter, ça, parce que vous allez forcément le rencontrer dans votre vie. Vous vous heurtez à un expert. Et si vous lui dites, bah, la variété 2, elle marche mieux que la variété 1, le gars, il va vous dire, mais non, pas du tout, parce que moi, je connais monsieur machin qui a mis la variété numéro 1, et regardez le rendement qu'il a fait, 81 quintaux. Alors que je connais son voisin qui a mis la variété 2, il a mis 80, donc tout ce que vous me dites, ça vaut rien. Ah, c'est ça qu'il va falloir que vous gériez. Et dans la vraie vie, ça va être ça le plus difficile. Ça va être de concilier finalement un espèce d'avis moyen qui va avoir une valeur statistique, mais qui ne va pas marcher dans tous les coups. Et puis vous allez peut-être recommander la variété donc numéro 2, parce que vous savez qu'en moyenne, elle va bien marcher, mais telle personne en particulier peut avoir des mauvais résultats avec la variété 2 et ne faire que 80. Bon, ça, il faut le gérer, ça. Et bien, c'est ce qu'on va apprendre un petit peu à faire. On va se donner des outils pour essayer de mieux le gérer. Alors pour ça, on va adopter une formalisation du problème. La formalisation, c'est de dire, en fait, notre échantillon est issu d'une distribution mère. Alors cette distribution mère, ça peut être une population dans laquelle je fais des tirages. L'exemple que je vous ai donné de la société de vente par correspondance qui teste des offres commerciales, c'est très pratique parce qu'elle a son fichier client, elle puise dans le fichier client un échantillon aléatoire et simple, vous vous souvenez, elle le tire de façon aléatoire. Alors on considère qu'il est simple parce qu'on tire un petit échantillon vis-à-vis de la taille de la population. Bon, ça c'est assez facile. Alors quand on a maintenant des parcelles, qu'est-ce que ça représente la population dont on fait un tirage? Est-ce que c'est toutes les parcelles sur lesquelles on pourrait cultiver les céréales? Prenons ça comme première approximation. Mais vous voyez là, la notion de distribution mère est quand même peut-être plus intéressante. Alors, cette distribution mère, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il s'agit de ce qu'on va appeler donc la population P1. Elle a comme moyenne mu1. Alors mu1, qu'est-ce que c'est? C'est le potentiel de la variété. Alors, le potentiel de cette variété, c'est-à-dire bon an, mal an, elle doit faire tant. Donc c'est potentiel au sens de moyenne, non pas potentiel au sens de maximum. Bon an, mal an, elle doit faire tant. Elle a aussi une certaine variance, sigma 1 carré, et puis d'un point de vue technique, je vais la supposer distribuée normalement. L'hypothèse de normalité, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très contraignant.
Pourquoi? Parce que ce dont nous aurons besoin après, c'est de la normalité des moyennes, et non pas de la normalité des valeurs elles-mêmes. Donc ce n'est pas très contraignant. Alors, dans cette population, je tire un échantillon de n une valeur. C'est ce que je fais lorsque je cultive mes n une parcelles, et j'observe, pour la parcelle numéro i, eh bien, le rendement x1i. Bien. Ça, ce petit x1i, qu'est-ce que c'est? Ce petit x1i, c'est le rendement que j'observe une fois que j'ai récolté, une fois que j'ai terminé mon expérience. Maintenant, si je me place avant l'expérience, c'est un raisonnement que vous m'avez déjà entendu tenir, si je me place avant l'expérience, alors je vais considérer le rendement de la parcelle numéro i cultivée avec la variété 1 comme une variable aléatoire. Bien. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Le rendement de la parcelle numéro i, c'est une donnée observée quand j'ai fini mon expérience, dont je vais l'agréger avec d'autres pour calculer des moyennes, etc. Mais c'est aussi, quand je me situe avant l'expérience, c'est une variable aléatoire. Et c'est une variable aléatoire qui a quelle loi? Eh bien, qui a comme loi exactement la distribution mère, c'est-à-dire une loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma 1 carré. Alors, on pourrait tenir exactement le même raisonnement avec l'autre échantillon. Donc l'autre échantillon, de mes 8 parcelles, on peut considérer qu'ils sont extraits d'une population dont la moyenne vaut mu2, parce que comme ce n'est pas la même variété, je n'ai pas le même potentiel, encore une fois potentiel au sens de rendement moyen. J'ai aussi ici une autre variance, sigma 2 carré, et je fais encore l'hypothèse de normalité. Et de même, pour cet échantillon, eh bien, je distingue ce qui est le rendement observé, celui que j'ai trouvé, et puis la variable aléatoire, quand je me situe avant l'expérience. Je me dis, je suis avant l'expérience, à quel rendement je peux m'attendre? Eh bien, je m'attends à un rendement qui suit une loi normale de moyenne mu2 et de variance sigma 2. Alors, quelle est la question que nous nous posons? Si je reviens sur notre petit exemple, j'ai vu une différence de 1,5. Donc je pourrais dire, il y a une différence. La preuve, c'est que j'en vois une. Bien. Mais en fait, ça, c'est la différence que j'observe. En fait, celle qui m'intéresse, c'est le potentiel de la variété. Donc ce qui m'intéresse, c'est ici mu1 et mu2. Alors mu1 et mu2 sont des valeurs certaines, mais malheureusement, je ne les connais pas. Mu1 et mu2, ce ne sont pas des variables aléatoires. C'est des valeurs certaines, potentiel variété 1, potentiel variété 2. Mais je ne les connais pas. Alors ce qui m'intéresse, c'est mu1 et mu2. Alors, le formalisme classique propose une démarche de test statistique qui est la suivante. Soit je considère que mu1 est égal à mu2, autrement dit, mes variétés ont le même potentiel, soit je considère que mes variétés n'ont pas le même potentiel, mu1 est différent de mu2. Donc vous voyez, la question ici, c'est est-ce que je dois considérer que mu1 est égal à mu2, ou est-ce que je dois considérer que mu1 est différent de mu2? Alors, pourquoi je me pose la question? Je me pose la question parce que j'ai de la variabilité. Même si mes variétés ont le même potentiel, quand je cultive l'une sur 8 parcelles, l'autre sur 8 parcelles, je n'ai aucune chance d'avoir exactement le même rendement moyen. Donc il est certain que je vais trouver une différence de rendement. À la limite, même si je cultive la variété 1 sur les 8 premières parcelles, la variété 1 toujours sur les 8 autres, je ne vais pas avoir les mêmes moyennes. Il y a cette variabilité biologique, cette variabilité incompressible, même en travaillant très très bien. Donc, la difficulté est la suivante. J'observe une certaine différence, 1,5 quinto sur mon expérience. Est-ce que je peux considérer que cette différence, elle est due à la variabilité naturelle? Ou est-ce qu'au contraire, je vais dire non, cette différence est vraiment grande, c'est sûrement pas un problème de variabilité naturelle, c'est tout simplement parce qu'il y a une variété qui a un potentiel plus grand que l'autre. Donc ici, je suis en train de faire le commentaire sur la question que je me pose. La question que je me pose se réfère à la population. Et on ne peut pas malheureusement dire, j'observe 1,5 quinto de différence, donc j'ai une différence. Eh bien donc rien du tout, parce que cette différence, elle peut tout simplement être due à la variabilité intra, on va dire variété, à savoir, je cultive la même variété, je n'ai pas toujours le même rendement. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a de la difficulté. Il y a une grande difficulté, tout simplement parce qu'on travaille sur des variables aléatoires.
Alors, le formalisme classique dit la chose suivante. Ces deux décisions-là, on va appeler ça des hypothèses. Alors, et ces hypothèses, on les confronte. Alors, il y a l'hypothèse qu'on appelle H0, selon laquelle mu1 est égal à mu2. Et puis, il y a l'hypothèse H1, dite hypothèse alternative, dans laquelle on va considérer, dans laquelle on explicite plus exactement, mu1 est différent de mu2. mu1 différent de mu2. Et notre question, c'est est-ce qu'on doit accepter ou non H0 ? On va voir par la suite que ces deux hypothèses jouent un rôle dissymétrique. Donc on a deux hypothèses qu'on confronte, et à la fin, on attend de notre démarche statistique qu'elle nous conseille d'opter pour une hypothèse. On n'aura jamais de certitude absolue. Mais on attend de cette démarche qu'elle nous conseille de prendre d'accepter telle ou telle hypothèse. Alors, j'ai rajouté ici hypothèse simple et composite. L'hypothèse H0, on dit aussi quelquefois hypothèse nulle dans le jargon. Bon. L'hypothèse H0, elle est simple. Il n'y a qu'une seule façon pour des variétés d'être égales en termes de rendement moyen. Par contre, l'hypothèse H1 est dite composite. Pourquoi est-elle dite composite ? Elle est dite composite parce qu'il y a plusieurs façons d'être différents. Elles peuvent être très légèrement différentes, elles peuvent être très très différentes. Ça peut être mu1 qui est plus grand que mu2, ça peut être mu2 qui est plus grand que mu1. Donc c'est une hypothèse assez complexe. On dit une hypothèse composite. On y reviendra. Bien. Donc vous voyez un petit peu où nous en sommes. Là où nous en sommes, c'est qu'on observe des différences de rendement. Ces différences de rendement, on attend qu'elles nous donnent des indications sur ce qui se passe dans les populations, mais, in fine, ce qui nous intéresse, c'est mu1 et mu2, c'est ce qui se passe dans les populations. Alors, on va dérouler la démarche du test classique. Alors, cette démarche, on va d'abord la dérouler dans le cas où les variances sont connues. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a introduit la notion d'intervalle de confiance, on a commencé par calculer les intervalles de confiance lorsque la variance était connue, parce que ça permet de déblayer un certain nombre de problèmes conceptuels. Et puis, dans un deuxième temps, on examine la situation dans laquelle les variances ne sont pas connues, c'est-à-dire dans laquelle il faut estimer ces variances. Alors ici, on va commencer avec sigma carré 1 et sigma carré 2 connus. Et on va démarrer par ce qu'on appelle la loi d'échantillonnage de la différence de deux moyennes. De quoi s'agit-il ? Je vous ai dit, compte tenu de la variabilité biologique, quand je cultive la même variété sur des parcelles différentes, voire même sur la même parcelle une année après, je n'obtiens pas toujours le même rendement. Donc j'ai de la variabilité. Ça veut dire que j'observerai toujours des différences entre mes 8 parcelles de la variété 1 et mes 8 parcelles de la variété 2. J'observerai toujours des différences. Maintenant, à quelle différence je peux m'attendre si mes variétés ont le même potentiel ? Je reprends. À quelle différence de rendement je peux m'attendre lorsque mes variétés ont le même potentiel, c'est-à-dire lorsque mu1 est égal à mu2. Voilà la question. Alors pour ça, eh bien, j'ai une variable aléatoire qui est la différence, et cette variable, eh bien, je vais m'intéresser à sa loi. Alors, regardez bien ce qui se passe. Je calcule la différence x bar 1 moins x bar 2. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'obtenais une différence de 1,5 quinto. Je considère maintenant les variables aléatoires, c'est-à-dire j'appelle grand D, la variable aléatoire x bar 1 moins x bar 2. Donc petit d, c'est la différence que j'observe effectivement, ce sont mes 1,5 quinto, et puis grand D, c'est ma variable aléatoire. Bien. Alors qu'est-ce que je sais aussi ? Je connais la loi de x bar 1 et la loi de x bar 2. Alors avec l'hypothèse de normalité, vous vous souvenez, j'ai fait l'hypothèse de normalité dans les distributions, la loi de x bar 1 est exactement normale, elle a comme moyenne mu1, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein, E de x bar 1, l'espérance de x bar 1 c'est mu1, et puis la variance, c'est le fameux sigma 2 sur n, donc ici sigma 1 au carré divisé par n1. Et puis de même, j'ai la loi de x bar 2, qui est une loi normale de moyenne mu2, sigma 2 carré sur n2. Qu'est-ce que je fais ici ? J'applique tout simplement les distributions d'échantillonnage des moyennes. Alors, maintenant, ce qu'il me faut, ce n'est pas uniquement la distribution d'échantillonnage des moyennes, mais c'est la distribution d'échantillonnage de la différence. Alors, quand je fais une différence de loi normale, si j'ai indépendance, ça me donne toujours une loi normale. L'espérance de la différence,
c'est la différence des espérances, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Et puis maintenant, quelle est la variance? Alors, si mes échantillons sont pris indépendamment, la variance d'une somme, c'est la somme des variances, si vous vous souvenez, alors dans ce cas-là, je vais bien avoir un sigma d au carré qui vaut sigma 1 au carré sur n1 plus sigma carré 2 sur n2. Autrement dit, je prends cette variance-là, je les additionne, et ça me donne la variance de la différence. Donc vous voyez où sont toutes nos hypothèses, là. L'hypothèse de normalité, plus le fait que dans chacun de mes échantillons, j'ai des tirages indépendants, ça me donne bien la loi normale. Ces deux lois normales me donnent la loi normale ici, il n'y a pas de difficulté, puisqu'il y a indépendance. L'espérance, ça marche toujours, indépendance ou pas. Et puis le sigma d, eh bien, il faut que j'ai indépendance pour que mes variances s'additionnent. Bien. Ça, c'est un premier résultat théorique qui me donne la loi de la différence en général. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où l'hypothèse H0 est vérifiée? Alors, dans le jargon, on dit sous H0. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. On dit quelle est la loi de D sous H0, donc sous l'hypothèse H0. Alors, si l'hypothèse H0 est vérifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mu1 est égal à mu2. Bien, mu1 est égal à mu2. Donc, dans ce cas, l'espérance de D, ça vaut 0. Elle vaut dans le cadre général mu1 moins mu2. Dans le cas où on est sous l'hypothèse H0, elle vaut 0. Hein? Bien. Alors maintenant, je vais calculer D sur sigma D. Alors, D sur sigma D sous H0, eh bien cette fois, ça suit une loi N01, c'est-à-dire d'espérance nulle, et puis surtout de variance unité. Donc quand je divise une variable par son écart type, évidemment, j'obtiens une variable réduite, et cette variable réduite, elle a comme variance 1, voir ce qu'on a dit sur le centrage et réduction à la fin du premier cours. Alors, D sur sigma D, c'est un indicateur statistique. On dit souvent une statistique de test. Donc voilà, une statistique, quand on est en statistique dans la discipline, une statistique de test, c'est un indicateur sur lequel on va s'appuyer pour construire une règle de décision. Voilà, c'est ça. Donc D sur sigma D, qu'est-ce que c'est? On pourrait considérer que c'est un écart de moyenne normalisé. C'est un écart de moyenne, fondamentalement c'est D, la différence de rendement. Bien. Je divise par sigma D, c'est-à-dire je divise par la variabilité attendue. C'est bien ça. Je divise par la variabilité attendue. Du coup, j'ai une variabilité standard. En ce sens, on peut dire que c'est normalisé. Donc c'est un indicateur normalisé. L'appellation officielle, c'est une statistique de test. Alors, la règle de décision. Et ici, nous arrivons à l'endroit le plus crucial. La règle de décision intuitive, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si jamais j'observe une petite différence de rendement, sans doute que mes variétés ne sont pas différentes. C'est-à-dire sans doute mu1 est égal à mu2. Bien. Si par contre, j'observe une grande différence de rendement, alors je me dis, ah ben ça, dans ce cas-là, alors mes deux variétés ont certainement des potentiels différents. Donc ça, cette intuition, c'est celle-là qu'on va formaliser. Cette intuition, elle est bonne. Si j'observe une petite différence, j'ai tendance à décider, bon bah, mes deux variétés ont le même potentiel. Si j'observe par contre une grande différence, alors je vais décider, bah, mes variétés n'ont pas le même potentiel. Le problème, c'est de savoir où mettre la limite. Et où mettre la limite? Eh bien justement, la démarche des tests classiques nous propose une limite. Alors, d'une manière générale, je réécris ici la loi de notre statistique de test. Ici, c'est une loi normale N01, ce que j'écris ici. Donc, dans le cas où l'hypothèse H0 est vraie, c'est-à-dire mu1 est égal mu2, je dessine la loi de la statistique de test. La voilà, c'est une loi normale centrée réduite. Ce que je sais, c'est que si la statistique de test est petite, je vais accepter l'hypothèse H0. Si par contre la statistique de test est grande, soit parce qu'elle est grande en valeur absolue, soit parce qu'elle est donc très grande ou très petite, alors je vais rejeter H0. Ici parce que, eh bien, la variété 1 a un plus grand potentiel, ici c'est la variété 2 qui a un plus grand potentiel. Alors, je mets donc une limite. Alors, ce que me suggère la démarche classique, c'est la chose suivante. Je vais mettre ici
une petite probabilité. Alors, traditionnellement, on met alpha comme probabilité, c'est la notation, et on prend alpha égale 5%. Alors, que veut dire cet alpha ici? Vous voyez, je ne me fixe pas la limite. Je commence par me fixer une probabilité, alpha, et puis une fois que j'ai alpha, alors je vais calculer la limite. Alors maintenant, que représente cet alpha? Cet alpha, c'est une probabilité. Bien. Probabilité de quoi? Eh bien, c'est la probabilité de rejeter H0. C'est-à-dire, quand je suis cette probabilité-là, plus celle-là, donc j'ai alpha sur 2 ici. Donc alpha, c'est la probabilité de rejeter H0. Bien. Rejeter H0, c'est-à-dire considérer que j'ai une différence de variété. Bien. Mais c'est la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Parce que ce dessin, je l'ai fait dans le cadre de H0 vrai. Ah, voilà la petite difficulté. Vous voyez, je commence par mettre la distribution de D sous H0. Que se passe-t-il si mes variétés ont le même potentiel? Eh bien, que se passe-t-il du point de vue de la distribution de la statistique de test? Je m'attends à avoir une statistique de test ici. Je n'ai pratiquement aucun point de probabilité complètement nulle. Enfin, un point a toujours une probabilité nulle, mais je n'ai aucune zone de probabilité complètement nulle. J'ai des zones de probabilité faibles. Quand je m'éloigne de l'espérance, assez loin, j'ai des zones de probabilité très faibles. Alors l'idée de la statistique de test classique, c'est de dire, je vais maîtriser cette probabilité, qui est une probabilité de se tromper. D'accord? Je décide qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas. Eh bien ça, je vais le maîtriser, et ça, je vais le fixer, et traditionnellement, on le fixe à 5%. Alors, ce 5%, il faut le prendre comme un standard. C'est un standard de publication, c'est celui qu'on utilise tout le temps, sauf cas très particulier. Alors pourquoi on prend ce standard? J'ai déjà développé cette argumentation au moment de l'intervalle de confiance. Vous pourriez dire, mais pourquoi vous ne prenez pas un pour 1000? Vous travailleriez mieux. Mais si je prends un pour 1000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais écarter considérablement mes limites là. Et si j'écarte mes limites, ben, je vais accepter tout le temps H0. D'accord? Donc, ce 5%, en fait, il faut le voir comme un bon compromis. On en saura mieux tout à l'heure à ce propos. C'est un bon compromis qui nous permet d'avoir ce risque assez faible, 5%, je le maîtrise, sans pour autant systématiquement accepter H0. Parce que c'est sûr, si j'accepte systématiquement H0, eh bien ma probabilité de rejeter H0, elle devient nulle. Ah. Alors on va développer ça de façon beaucoup plus détaillée tout à l'heure. Ce que vous retenez ici, c'est la chose suivante. Premièrement, on a bien l'intuition que si notre écart de moyenne est petit, on accepte H0, autrement dit, on considère que nos variétés ont le même potentiel. Si par contre, j'observe une forte différence, alors je vais considérer que mes variétés n'ont pas le même potentiel. Ça, c'est l'intuition, elle est bonne, c'est celle-là qu'on formalise. Les statistiques classiques arrivent et nous disent, ben voilà, ce qu'on vous propose, c'est de calculer, c'est d'utiliser un test statistique, et la démarche suivante, on va maîtriser la probabilité de rejeter H0 alors qu'H0 est vrai. Donc on va maîtriser la probabilité de considérer qu'il y a une différence de moyenne alors qu'il n'y en a pas. Ça, on va le maîtriser, on le fixe à alpha, et quand vous avez alpha, alors automatiquement vous avez les bornes. Alors ici, ce sont les quantiles d'ordre 1 moins alpha sur 2, et là le quantile d'ordre alpha sur 2. U, indice alpha sur 2, c'est le quantile, c'est-à-dire la valeur telle que la probabilité d'être inférieure, c'est alpha sur 2. Ici, U, 1 moins alpha sur 2, c'est le quantile associé à la probabilité 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 1 moins alpha sur 2 fait toute cette proba. Donc j'ai alpha sur 2 et 1 moins alpha ici. Bien. Alors, la règle de décision, proprement dite, eh bien c'est ce qui est écrit en bas. Si D sur sigma D est compris entre U alpha sur 2 et U 1 moins alpha sur 2, alors j'accepte H0. Et puis si au contraire, la valeur absolue est plus grande que U1 moins alpha sur 2, là c'est symétrique, donc c'est très facile, alors je rejette H0. Ça c'est la règle. Bon. Qu'est-ce que l'on va conclure de ça? Eh bien, on calcule notre indicateur, on voit où il tombe, et on décide d'accepter H0 ou de rejeter H0. Vous remarquez que je conclus par
accepter H0. Et non pas, je ne conclus pas par H0 est vrai. Malheureusement, je ne saurai jamais si H0 est vrai. Je l'accepte. Je fais comme si. Je fais comme si. C'est ça la décision dans l'incertain. Il y aura toujours une part d'incertitude. Donc en toute rigueur, je n'ai pas le droit de dire ma démarche prouve que H0 est vrai ou prouve que H0 est fausse. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je suis conduit à accepter H0 ou à rejeter H0. Maintenant, une fois que ceci étant acquis, je prends une décision, et la décision, ça fait effectivement de dire, bon, si mes variétés sont les mêmes, je choisis la moins chère, ou si au contraire, il y en a une qui a le plus fort rendement, c'est celle-là que je choisis. Donc, distinguez bien la réalité et puis la décision. Encore une fois, on a un problème de décision dans l'incertain. Alors, exemple numérique. Donc, je vous rappelle les données numériques. On avait cultivé 2 fois 8 parcelles, donc N1 égale N2 égale 8. Bien. La première moyenne, c'était 80 quintaux. La deuxième moyenne, 81. Alors, je me place dans une situation facile. Sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal. Je vous ai dit que c'est une valeur qui est tout à fait raisonnable parce qu'elle est observée par les expérimentateurs. Une fois que j'ai ceci, je calcule sigma d. Alors, sigma d, eh bien, je fais la somme ici. Alors, sigma 1 carré, ça vaut 1. Sigma 2 carré, ça vaut 1. Donc, j'ai 1/8 plus 1/8, ça me fait 1 quart. Donc, sigma d, ça me fait en fait 1 demi. Alors, mon indicateur normalisé, il consiste à diviser ma différence par l'écart type. Alors, ma différence, elle fait 1,5. Quand je divise 1,5 par 1,5, ça me donne 3. 3 quoi? 3 rien du tout, c'est un nombre sans unité. C'est un nombre sans unité parce que j'ai des quintaux au numérateur et j'ai des quintaux au dénominateur. Bien. Alors 3 maintenant, eh bien, je vais situer 3 dans ma règle de décision. Alors, que dit ma règle de décision? Elle me dit si je prends 5%, alors mes limites là, c'est plus ou moins 1,96. C'est-à-dire que si en valeur absolue D est plus petit que 1,96, j'accepte H0. Si c'est plus grand, je rejette. Alors ici, vous voyez bien ce qui se passe. J'observe 3. 3 est très au-delà de 1,96. Alors on va rejeter H0. On dit que la différence D est significative. Alors c'est la première fois que j'utilise, je crois, ce mot. La différence D est significative. Alors, le mot significatif en statistique n'a pas tout à fait le même sens que dans le langage courant. Dans le langage courant, significatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grand. J'ai gagné une somme d'argent significative. J'ai gagné un paquet de pognon. Bon. Là, ici, significatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut difficilement être attribué au hasard. Voilà ce qu'on va... Prenez-le comme ça pour l'instant. Une différence significative, c'est une différence qui est difficilement attribuable au hasard. Alors, je m'explique. Si le hasard seul intervenait, qu'est-ce que ça voudrait dire si le hasard seul intervenait? Ça veut dire mes variétés ont le même potentiel, bien, mais la variabilité biologique fait que je n'observe pas exactement le même rendement moyen. Eh bien, si le hasard seul intervenait, j'obtiendrais un indicateur statistique, une statistique de test, qui serait autour de 0, on va dire entre -2 et +2. Or, j'observe quelque chose qui est très peu probable compte tenu de cette distribution. Et voilà pourquoi je dis c'est difficilement imputable au hasard. Ce n'est pas rigoureusement impossible. C'est pas rigoureusement impossible. Mais c'est quand même peu vraisemblable. C'est-à-dire que l'apparition d'un tel événement est attachée à une faible probabilité. Il y a ça peu de chances de se produire. L'événement qui est observer un indicateur statistique de 3 alors que j'ai une distribution, alors que j'ai exactement le même potentiel pour chacune des variétés. Alors, significatif, je vous mets aussi l'autre terme qui va avec, c'est significativement différente de 0. La différence est significativement différente de 0. Donc, dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse. Bien. Alors, ici arrive un petit calcul. Admettons que j'ai exactement les mêmes moyennes, les mêmes variances, mais cette fois, je n'ai cultivé que 2 parcelles de chaque côté. Donc, je reprends ici le même calcul. Simplement, je prends N1 égale N2 égale 2. Alors, j'ai toujours sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal.
Donc ici, quand je fais sigma d, j'ai 1 divisé par 2, d'accord, plus 1 divisé par 2, 1 demi plus 1 demi, ça me fait 1. Donc quand je divise d par sigma d, je divise 1,5 par 1, donc j'obtiens 1,5. Quand je regarde mon test ici, eh bien la différence d maintenant est non significative. Alors ça, je crois qu'il faut que vous regardiez bien ce petit exemple. Il est numériquement très simple, il est très facile, donc il n'y a pas de problème de compréhension des chiffres, mais il faut voir ce que ça signifie. Ça signifie que le même écart de moyenne, à savoir 1,5 quintal, ce même écart de moyenne, il peut être significatif si j'ai fait beaucoup d'expériences, ou ne pas l'être si j'en ai fait peu. C'est bien ça. Donc on ne pourra jamais prendre sérieusement de décision sur la seule vue d'une différence de moyenne. On ne peut pas. D'accord ? On ne peut pas. Ça dépend vraiment de la taille de l'échantillon. Alors vous pourrez me dire, oui, mais moi j'ai pris beaucoup d'échantillons. Je dis, il faut faire le calcul. Voilà. Là, la statistique, elle a un apport indiscutable. Quelquefois c'est discutable, là ça l'est pas. 1,5, vous me dites, est-ce que c'est significatif? J'en sais rien. Ça dépend de quoi finalement? Eh bien ça dépend de sigma. Est-ce que vous avez un rendement très variable ou pas? Première question. Deuxième question, ça dépend de N1, N2. Est-ce que vous avez une grande valeur de N1, N2 ou une petite valeur de N1, N2? Ici, je prends N1, N2 égaux, parce que c'est plus simple, mais tous ces calculs fonctionnent, bien sûr, si N1 est différent de N2. Bon, cela dit, ça marche mieux quand N1 est égal à N2. Voilà, alors ça doit normalement vous frapper. À savoir qu'on ne peut pas se contenter de l'observation d'un écart de moyenne, il faut réellement faire un calcul, et ce calcul, il doit prendre en compte la variabilité des données. Est-ce que quand je cultive la même variété sur différentes parcelles, j'obtiens toujours le même résultat ou pas? Premièrement. Deuxièmement, ça prend en compte la taille des échantillons. Alors, test et intervalle de confiance. On s'est aperçu que notre différence de 1,5 quintal, c'est une différence significative, chargée de sens, significativement différente de 0, non imputable au hasard. Voilà, je vous mets pas mal de synonymes pour que vous ayez un petit peu ensuite cette idée intuitive. Alors, je pourrais calculer l'intervalle de confiance de cette différence. Je vous avais dit la dernière fois, à chaque fois que vous sortez des chiffres, il faut toujours les assortir d'un intervalle de confiance. Donc, on a dit, il y a une différence de 1,5. Cette différence, elle est significative. Très bien. Maintenant, quelle est l'incertitude attachée à cette différence? Cette incertitude, je vais calculer un intervalle de confiance exactement selon le même principe que la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai D, plus ou moins. Alors, plus ou moins quoi? Eh bien, le quantile de la loi normale, puisqu'ici, je suis dans le cadre d'une loi normale, les variances sont supposées connues. Si les variances, je les avais estimées, j'aurais une loi de Student. Donc, D, plus ou moins le quantile de la loi normale, et sigma D. En fait, intervalle de confiance, à la louche, je pourrais dire c'est plus ou moins 2 écarts types. L'intervalle de confiance de n'importe quoi, alors il ne faudra pas l'enregistrer, bon malheureusement c'est enregistré, mais tant pis. L'intervalle de confiance de n'importe quoi, c'est la valeur plus ou moins 2 fois l'écart type. Bon, alors ce que je dis, ce n'est pas tout à fait exact, parce que le 2, ça ne va plus être 2 si j'ai une loi de Student, etc., etc. Enfin, ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur. Et l'écart type, c'est l'écart type de la grandeur que je mesure. C'était x bar la dernière fois, c'est une différence de moyenne cette fois-ci. Alors, regardez bien ce qui se passe. Lorsque l'intervalle de confiance contient 0, alors lorsque l'intervalle de confiance contient 0, ça veut dire que 0 est compris entre d moins cette quantité et d plus cette quantité. Alors je cuisine un peu tout ceci et j'obtiens d compris entre moins u et plus u, c'est-à-dire que la différence est significative. Autrement dit, il y a une analogie très forte. Ce n'est pas une analogie, il y a un lien très fort entre le test statistique et l'intervalle de confiance de la différence. Quand vous faites l'intervalle de confiance, vous commencez par là, est-ce que cet intervalle contient 0 ou pas? Si l'intervalle contient 0, eh bien ça veut dire que la différence est significative. Donc ça c'est bon, reprenez bien cette idée au calme qui est
la liaison qu'il y a entre la démarche de test et la démarche d'intervalle de confiance. C'est intrinsèquement la même chose. Voilà ce que je suis en train de vous montrer. Alors simplement, dans la démarche de test, il y a des tas d'autres choses qui sont mieux formalisées, notamment les risques d'erreur, comme nous allons le voir. Alors, on reprend l'exemple numérique. C'est très bien de regarder ce qui se passe numériquement. Alors, on a un petit exemple. Sur le petit exemple, on a toujours nos 80 quintaux d'un côté, 81. On a sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal, et puis D égale 1,5. Alors, dans le cas N1 égale 2 égale 8, on a vu, le sigma D vaut 1,5, donc j'ai 1,5 plus ou moins 1, ce qui me donne 0,5, 2,5, l'intervalle de confiance ne contient pas 0. Ça, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que dans ce premier exemple, le sigma D vaut 1,5. Et là, l'intervalle de confiance va de 0,5 à 2,5, il ne contient pas 0. Dans le cas N1 égale N2 égale 2, vous vous souvenez, le sigma D valait 1. C'est-à-dire qu'on a 1,5 la différence divisé, donc sigma D vaut 1. Alors, donc, l'intervalle de confiance, c'est 1,5 fois, plus ou moins, 2 fois 1, 2. Ça fait moins 1,5, 3,5, cet intervalle contient 0. Donc ici, vous retenez, avec ce petit exemple numérique, la liaison très forte qu'il y a entre, d'une part, le test statistique et d'autre part, l'intervalle de confiance. D'une manière générale, l'intervalle de confiance contient toutes les valeurs dont notre différence de moyenne n'est pas significativement différente. Mais ça, c'est un point que vous regarderez en TD. Alors, un aspect délicat, pas toujours bien compris, c'est la notion de probabilité critique. La probabilité critique, c'est quelque chose qui est tout à fait important. En fait, c'est ce qu'on utilise en pratique. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une notion qui est attachée au test qu'on vient de réaliser. L'idée est la suivante. J'ai observé 1,5. Bon. Plutôt que de situer ce 1,5 entre des bornes, je vais me poser la question dans l'autre sens et je vais me dire, mais finalement, quelle est la probabilité d'observer quelque chose d'au moins aussi grand que 1,5 lorsque je n'ai pas de différence entre mes moyennes? Je reprends. Dans un premier temps, on pourrait dire quelle est la probabilité d'observer exactement 1,5. Mais la probabilité d'observer exactement 1,5, elle est quasiment nulle. Ça peut être, tout dépend évidemment de la précision de mesure, de mes chiffres significatifs. Bon. Donc on va plutôt se dire quelle est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande qu'1,5. C'est-à-dire soit 1,5, soit plus grand. Est-ce que cette probabilité, elle est grande ou elle est petite? Dans quel cadre? Dans le cadre où j'ai égalité des moyennes. Donc vous voyez dans quel cadre je me situe sous A0. Bien. Et je me pose la question suivante. Quelle est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande sous le seul effet du hasard? C'est bien ça. Finalement, c'est un peu comme ça qu'on raisonne d'habitude. Alors si cette probabilité vaut par exemple 0,5, une chance sur 2, ben, je vais dire, attention, ma différence de 1,5, quand je tire des nombres au hasard, je tire 2 paquets de 8 nombres au hasard, dans la même loi, eh bien j'ai une chance sur 2 d'observer 1,5. Donc 1,5, c'est sûrement pas significatif. Bon. Maintenant, si je trouve 1 sur 1 milliard, je me dis non. Il est impossible de voir apparaître sous le seul effet du hasard un écart aussi grand. Une chance sur 1 milliard. Donc je me dis, il y a sûrement quelque chose derrière. Il n'y a pas que le hasard, il y a autre chose, et cette autre chose, c'est la différence de potentiel entre deux variétés. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, essayons de définir ça proprement. La probabilité critique, c'est quoi? C'est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande. Alors, c'est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande sous le seul effet du hasard. On va prendre cette définition. Probabilité d'observer une différence au moins aussi grande sous le seul effet du hasard. Alors, ce que j'entends par le seul effet du hasard,
sous-entendu lorsque mes deux moyennes sont les mêmes. Voilà. Alors, voyons un peu maintenant, sur un petit graphique, comment ça fonctionne. Je reprends ma loi normale N01. Cette loi normale, c'est la loi de distribution de ma statistique, de mon indicateur normalisé, sous l'hypothèse H0. Mu1 égale mu2. Je place D sur sigma D. Je place cet indicateur statistique. Alors je prends la valeur absolue ici pour ne pas être embêté avec le problème de signe, et puis moins la valeur absolue. Et ce que je regarde, c'est la probabilité d'être plus grand. Donc ici, je vais avoir PC sur 2. PC, c'est probabilité critique. Et ici, j'ai PC sur 2. Donc la probabilité critique, c'est bien la probabilité d'observer sous le seul effet du hasard, c'est-à-dire que H0 est mu1 égale à mu2, donc sous le seul effet du hasard, une différence au moins aussi grande que celle effectivement observée. Alors, dans le petit exemple, D sur sigma D égale 3, donc je regarde dans mes tables, ou je regarde sur un tableur, et puis je vois que la probabilité critique, ici, elle vaut 0,027, c'est-à-dire en gros 3 sur 1000. Donc la probabilité d'observer sous le seul effet du hasard un écart de 1,5, compte tenu de ma variabilité résiduelle, compte tenu de ma taille d'échantillon. Eh bien, cette probabilité, elle est de 3 pour 1000. Donc ça, je peux considérer que c'est une probabilité qui est très faible. Et comme cette probabilité est très faible, je vais considérer qu'il n'y a pas que le hasard qui joue, il y a autre chose qui joue. Et cette autre chose qui joue, eh bien, c'est tout simplement que mes deux variétés n'ont pas le même potentiel, autrement dit, mu1 différent de mu2. Donc finalement, quand vous calculez la probabilité critique, la règle de décision est très simple. Est-ce que cette probabilité critique, elle est plus grande ou plus petite que 5%? Donc au lieu de comparer tout à l'heure mon 3 à 1,96, là je compare mon 3 pour 1000 à 5%. Alors ça c'est très avantageux parce que j'ai toujours la même borne, quelle que soit la loi. On verra tout à l'heure des cas où on n'utilisera pas la loi normale, mais la loi de Student. Donc les bornes changent. Le 5%, il reste 5%. Donc c'est vrai que c'est très pratique de comparer toujours à 5%. Première utilisation de la probabilité critique. Mais surtout la deuxième, c'est que ça nous donne une idée plus intuitive de l'écart à H0 d'une certaine manière. 3 pour 1000, on peut considérer que c'est vraiment une probabilité très faible. Bon, si j'avais obtenu 4%, d'un point de vue formel, 4% c'est plus petit que 5%. Donc d'un point de vue formel, je peux considérer que je ne suis pas sous H0. Autrement dit, je peux considérer que H0 n'est pas vrai. Je peux rejeter H0. D'accord? Si j'ai 6%, là aussi c'est un petit peu limite. Si j'ai 50%, là par contre c'est sans état d'âme. Donc autrement dit, le fait de calculer cette probabilité critique nous donne une idée, nous mesure finalement l'intensité de la significativité. C'est ça. Ici, on va dire 3 pour 1000, ah bah oui, c'est très très significatif. Alors il y a des gens qui disent, voilà, significatif c'est quand c'est plus petit que 5%, hautement significatif c'est en dessous de 1%, puis après très hautement significatif, en dessous d'1 pour 1000. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est un petit peu des traditions. Une autre façon de dire, ça serait la chose suivante, eh bien voilà, cette différence, elle est significative au niveau de 2,7 pour 1000. Ouais, on peut dire ça. Alors, il y a pas mal d'utilisateurs qui raisonnent ainsi. Ils disent, voilà, j'obtiens une probabilité critique de 2,7 pour 1000. On peut considérer, donc, que notre différence de moyenne est significative au niveau, au seuil de 2,7 pour 1000. C'est une autre façon de présenter les résultats. Donc, retenez bien cette probabilité critique. Tous les logiciels sortent maintenant des probabilités critiques associées à tous les indicateurs. Pour le moment, on n'a fait que commencer. Des tests, on en verra beaucoup. Même dans ce premier cours de statistique générale, on en verra peut-être 10, 15, 20. À chaque fois, vous avez le logiciel qui sort des résultats et tous les nombres sont assortis d'une probabilité critique, ce qui, il faut bien dire, est très confortable. On voulait comparer deux moyennes. En fait, la comparaison se situe toujours à deux niveaux. On calcule des moyennes d'échantillons, x bar 1, x bar 2, on calcule une différence, en l'occurrence dans l'exemple 1,5. Maintenant, ce 1,5 qui ne nous intéresse pas en tant que tel,
Il nous intéresse dans la mesure où il peut nous aider à déduire ce qui se passe dans les populations, à savoir, dans les populations, est-ce qu'on peut considérer que mu1 est égal à mu2, autrement dit que mes variétés ont le même potentiel, ou au contraire, est-ce qu'on ne peut pas considérer que mu1 est égal à mu2, donc auquel cas on opte pour accepter l'hypothèse H1, ou plus exactement pour rejeter H0. Alors je vous ai dit, on ne peut pas juger directement d'une différence de moyenne. 1,5 quinto, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est grand, c'est petit? Pour ça, il faut absolument avoir une idée de la variabilité des mesures, premièrement, des tailles d'échantillons. Pour ça, il y a une machinerie statistique qu'on met en place, et cette machinerie statistique, elle vient aider notre intuition. L'intuition, je vous le rappelle, c'est de dire, si la différence est petite, je considère que mu1 est égal à mu2, si la différence est grande, je considère que mu1 est différent de mu2, mais où mettre la limite? Eh bien, la démarche statistique classique nous donne une idée pour construire cette limite. L'idée, c'est de travailler sur le fameux alpha. Le fameux alpha, qu'est-ce que c'est? On a dit, c'est la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Alors c'est ceci qu'on fixe à 5%. Alors, alpha mesure une probabilité d'erreur. Alors, reprenons ici la définition de alpha. Rejeter H0 alors que H0 est vrai, c'est l'erreur de première espèce. Donc il y aura une erreur de deuxième espèce tout à l'heure. Bon. Et la probabilité de commettre cette erreur, c'est ce qu'on appelle le risque de première espèce. Donc le grand apport, et le premier apport de la statistique, c'est de nous amener ce concept qui nous permet de formaliser la notion de risque. N'oubliez pas, nous allons prendre des décisions dans l'incertain, donc on va prendre des risques, eh bien la statistique est là pour nous quantifier ces risques. Voilà. Après, à nous de prendre des décisions. Alors, lorsque on a une procédure de test, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Alors, il y a d'abord la réalité que l'on va confronter avec notre décision. Alors, la réalité, c'est soit H0 qui est vrai, soit H1 qui est vrai. Je ne le sais pas. H0, mes moyennes sont égales. H1, mes moyennes sont différentes. Mu1 différent de mu2. Après, il y a la décision. La décision, c'est d'accepter H0 ou de rejeter H0. Donc, j'accepte H0 si mes différences observées sont petites, je rejette H0 si mes différences sont grandes. Alors, maintenant, regardons les probabilités. Alors, on a fixé alpha, la probabilité de rejeter H0 lorsque H0 est vrai. Donc ça, c'est ma fameuse erreur de première espèce. Du coup, je vais accepter H0 avec la probabilité 1 moins alpha. Bien. Maintenant, il y a un autre type d'erreur, et ce type d'erreur, c'est le suivant. Je vais accepter H0 alors que c'est H1 qui est vrai. Alors H1 qui est vrai, ça veut dire il y a une différence, mais je ne la vois pas, et je considère que je dois accepter H0. Alors, nous arrivons ici à ce qu'on appelle l'erreur de seconde espèce ou deuxième espèce. Alors, accepter H0, sachant que H1 est vrai, c'est l'erreur de deuxième espèce. Donc, formellement, c'est considérer qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a une. C'est bien ça. Il y a une différence, mais je ne le vois pas. Voilà, ça c'est le risque de deuxième espèce. Alors, l'erreur de deuxième espèce, la probabilité de commettre cette erreur, c'est ce qu'on va appeler le risque de deuxième espèce. Alors, on l'appelle bêta. Bêta, c'est le risque de deuxième espèce. Alors ici, que se passe-t-il? Je rejette H0 alors que c'est H1 qui est vrai. Donc c'est bien. Je considère qu'il y a une différence, alors effectivement, il y en a une. Donc c'est 1 moins bêta. Et cette quantité est si importante qu'on la nomme eta. Alors qu'est-ce que c'est eta? C'est ce qu'on va appeler la puissance du test. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance d'un test? C'est son aptitude à mettre en évidence des différences. C'est bien ça. Aptitude à mettre en évidence des différences. Bon. Autrement dit, c'est la probabilité, alors qu'il y a une différence, de m'en rendre compte, puisque je rejette H0. Je dis bien probabilité, alors qu'il y a une différence, de me rendre compte, puisque je rejette H0. Ça, c'est la notion de puissance de test. C'est quelque chose qui est capital.
si nous avons uniquement alpha, eh bien, on ne peut rien faire avec seulement alpha, figurez-vous. Il faut qu'on ait des idées de la puissance. Alors, malheureusement, la notion de puissance est une notion un peu compliquée, parce que, si vous voulez, l'hypothèse H1 est une hypothèse composite. Donc, intuitivement, la puissance d'un test va être grande si j'ai de grandes différences de moyenne. Si j'ai une variété à 60 et une variété à 90, je vais le voir à tous les coups, même avec 2 parcelles, et même si je ne travaille pas très bien. Par contre, si j'ai des petites différences, voilà, entre ma variété 1 et 2, j'ai peut-être 1 quintal, 2 quintaux, alors il faut que je travaille très soigneusement quand je fais mes récoltes pour avoir des mesures précises, premièrement, et deuxièmement, que je cultive sur beaucoup de parcelles. Donc ici, il y a une petite difficulté, c'est que alpha, c'est un nombre, 5%. L'erreur de deuxième espèce, comme la puissance, c'est une fonction. Alors ici, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction de delta, qui est l'écart entre les moyennes. Delta, c'est l'écart réel, c'est pour ça qu'on prend une lettre grecque, entre les moyennes. Alors, regardons sur un petit dessin comment se situent les différentes probabilités. Alors, j'ai représenté ici, premièrement, la loi de mon indicateur statistique soit 0. Donc ici, ce que vous reconnaissez, c'est la distribution que nous avons déjà vue. La partie centrale, c'est la zone d'acceptation. La partie extérieure, c'est le rejet. Vous reconnaissez ici alpha sur 2, vous reconnaissez ici alpha sur 2. Bien. Ici, maintenant, je représente la distribution de ce même indicateur, D sur sigma D, mais cette fois sous l'hypothèse H1. C'est-à-dire que j'ai un écart. Alors dans ce cas-là, D sur sigma D a comme espérance non pas 0, mais delta sur sigma D, qui vaut en l'occurrence mu1 moins mu2 sur sigma D. Donc je trace ici la ligne d'espérance, ici, delta sur sigma D, et puis je trace ma loi normale, qui a toujours comme écart type 1. Alors, si je suis sous l'hypothèse H1, et si je commets l'erreur de deuxième espèce, ça veut dire que j'accepte H0. Alors la probabilité bêta, elle se trouve ici, vous voyez? Ça, c'est la probabilité d'accepter H0, alors qu'en fait, c'est H1 qui est vrai. Et puis ici, vous allez trouver eta, la puissance du test, c'est-à-dire la probabilité de rejeter H0, alors que c'est H1 qui est vrai. Alors, il nous faut faire tous ces calculs. Alors, on va les faire dans un petit exemple. Alors, voilà un premier exemple, qui est le suivant. Je reprends mes données numériques. J'ai toujours sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal. J'ai toujours n1 égale n2 égale 8. J'ai sigma d égale 0,5, alpha égale 5%. Et je me situe sous l'hypothèse H1 delta égale 1 quintal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette hypothèse H1 m'intéresse. Bien. Et pourquoi elle m'intéresse? Elle m'intéresse parce que, économiquement, plus ou moins 1 quintal de différence, c'est très important. Donc mon idée, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est de dire, moi, il faut que mon expérience soit apte à mettre en évidence une différence de 1 quintal. Ah, ça commence à se compliquer un peu, là. Vous voyez? Avant l'expérience, je peux me dire, bon... moi, je veux une expérience assez fine, parce qu'une différence de 1 quintal, comme après je vais recommander la culture sur toute la Bretagne, c'est très important. Donc il faut absolument que mon expérience soit capable de mettre en évidence cette différence de 1 quintal. Alors voyons si ça fonctionne. Voyons si ça fonctionne. Donc je retrouve ici ma loi sous H0. Très bien. Maintenant, ma loi sous H1. Alors si j'ai delta égale 1 quintal, delta sur sigma d, ça vaut 2. Donc autrement dit, ma loi normale sous H1, elle a comme espérance 2. C'est bien ça. Alors, regardez ce qui se passe. Ma zone d'acceptation ici, c'est tout ceci. Donc autrement dit, le bêta ici, regardez combien il vaut. Il vaut 0,5. En m'y prenant comme je m'y prends, c'est-à-dire, grand 1, j'ai une variabilité de mesure qui est de 1 quintal à l'hectare. Grand 2, je fais 2 fois 8. En faisant ça,
Si jamais j'ai une différence de 1 quintal, je ne le verrai qu'une fois sur deux. Je ne le verrai pas une fois sur deux, et je le verrai une fois sur deux. Et ça, je peux considérer que ce n'est pas admissible. Vous voyez, ce qui est très fort ici, c'est que je fais ça avant l'expérience. Donc avant l'expérience, je peux dire, bon, attendez, c'est pas la peine, si vraiment ce qui vous intéresse, c'est 1 quintal, vous n'avez pas, c'est pas assez. Bon. Si maintenant, je suis dans une autre situation, 1 quintal, ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop petit, je veux absolument, par contre, mettre en évidence une différence de 2 quintaux. Bon, évidemment, c'est une expérience qui va être plus facile. C'est plus facile de mettre en évidence une différence de 2 quintaux. Alors, regardez ce qui se passe. J'ai repris les mêmes données. Les écarts types, ici, de mesure sont toujours égaux à 1. J'ai toujours 8 parcelles de chaque. J'ai toujours 5%. Sigma D vaut 0,5. Alors maintenant, je prends un delta de 2 quintaux. Donc j'ai delta sur sigma D qui vaut 4. Alors, j'ai toujours ma loi Swatch-Géraud, qui est une loi normale centrée réduite, centrée donc sur 0. Ici, j'ai toujours ma loi Swatch 1, qui est une loi réduite, mais cette fois, elle est centrée sur 4. Ah. Donc je la dessine. J'ai toujours ma zone d'acceptation ici. En gros, la limite, c'est 2. Donc la probabilité ici, c'est 0,25. Et la puissance, c'est 0,975. Donc ici, je peux dire, par contre, si ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence une différence de 2 quintaux, alors mon expérience, elle est bonne, parce qu'une telle différence, je vais m'en rendre compte dans 87,5% des cas. Donc dans cette perspective, mon expérience est très puissante. Puissante, c'est-à-dire apte à mettre en évidence une différence. Et la différence qui m'intéresse ici, c'est 2 quintaux. Bon, tous ces calculs, encore une fois, peuvent se faire avant. La seule contrainte, c'est d'avoir une idée, même approximative, du fameux sigma. Parce que j'ai fait des expériences antérieures qui m'ont indiqué qu'en gros, mon erreur de mesure, eh bien, ça vaut tant. Donc ça, c'est un point tout à fait important. Où l'on s'aperçoit qu'on a ici en germe un outil pour raisonner une taille d'échantillon. Et on retrouve l'intuition qui est de dire, si je veux chercher à mettre en évidence des différences très fines, il me faudra de grands échantillons. Si je veux chercher à mettre des différences assez grossières, des petits échantillons me suffisent. Ça, c'est l'intuition. Elle est bonne, cette intuition. Simplement, on ne sait pas le quantifier. Ici, vous avez une façon de le quantifier. Simplement, il faut connaître la variabilité. C'est comme pour l'intervalle de confiance. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, pour l'intervalle de confiance, vous vous souvenez, on disait, il faut avoir une idée de la précision. Est-ce que vous voulez vos résultats à 1 quintal près, 2 quintaux, 3 quintaux? Et bien ici, c'est pareil. Est-ce que vous voulez mettre en évidence des différences de 1, de 2, de 3, de 4? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et en fonction de ça, eh bien, vous allez voir si votre expérience a la puissance suffisante. Alors, on peut dessiner les fonctions puissance. Hein, vous sauriez faire ça. Il existe des tables qui font ça. Hein, ça se trouve. De quoi s'agit-il? Alors, la fonction puissance, elle dépend de quoi? La fonction puissance, là, on va l'exprimer en fonction de delta. Bon. Alors, quand delta vaut 1, vous vous souvenez, on avait trouvé 50%. C'est-à-dire un coup sur deux, eh bien, on arrive à se rendre compte qu'il y a une différence de 1. Quand delta vaut 2, vous vous souvenez, on avait 97,5. Effectivement, on y est, 97,5. Alors voilà, je peux tracer cette courbe-là. Voilà. Et alors ici, j'ai 5%, évidemment. Quand mes deux distributions ont tendance à pratiquement se coller, c'est-à-dire quand j'ai une différence toute petite, eh bien, j'ai une probabilité très faible, évidemment, de me rendre compte qu'il y a une différence. En l'occurrence, elle vaut 5%. Bon, donc vous êtes là avec vos 8 parcelles, vous calculez ceci, et vous dites, ben moi je suis bien embêté parce que moi je voudrais mettre en évidence 1 quintal. Alors le seul paramètre sur lequel je puis jouer maintenant, eh bien c'est la taille de l'échantillon. Effectivement, si maintenant je prends N1 égale N2 égale 32, eh bien voilà la nouvelle courbe de puissance. Donc si je prends 32 parcelles de chaque, alors il n'y a aucun problème. Je vais réussir à mettre en évidence une différence d'un quintal presque toujours. Alors le presque, il faudrait regarder, mais en gros ça fait 97,5. Bon, vous voyez que tout ceci est tout à fait important.
C'est important parce que ça vous donne, avant l'expérience, une idée de la taille d'échantillon. Donc, ne pas faire de gaspillage. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de prendre d'échantillons 150 si avec 100, ça suffit. Première remarque. Deuxième remarque, ça vous évite de vous rentrer dans une expérimentation dont, de toute façon, vous ne pouvez rien attendre. Ou attendre très peu. C'est un coup de dé, si vous voulez. Là, si vous avez des échantillons de taille 8, et si vraiment ce qui vous intéresse, c'est ici une différence de 1, bah c'est un coup de dé, vous avez une chance sur 2 de vous en rendre compte. Bon, alors tout ceci, est-ce que c'est simple? Non. Et c'est pas simple pourquoi? Parce qu'on est dans l'incertain. Il y a des choses qui sont réelles mais qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a égalité? Est-ce qu'il y a différence? Nous, il faut qu'on prenne une décision sur la vue d'un échantillon. Donc on peut se tromper. Il y a de multiples façons de se tromper. On peut considérer qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas, considérer qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a. Il faut faire le point sur tout ça. Donc ça, il est vital, dans le cadre d'une démarche scientifique, d'avoir les idées claires là-dessus. Et puis, ce n'est pas encore tout à fait fini. Nous, on s'arrête là dans le formalisme, mais après, on pourrait dire, attention, maintenant, à chaque décision, on peut associer des coûts. Et dire, mais attention, si je conclus qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a une, ça me coûte tant. Bon. Donc ça, c'est des choses qui dépassent le cadre de cette introduction, mais que, bien sûr, on peut envisager. Alors, nous arrivons maintenant au test de Student. On est toujours dans la rubrique comparée de moyenne. Sauf que cette fois-ci, on ne connaît pas, a priori, les variances. La difficulté n'est pas bien grande. Si on ne connaît pas les variances, on va les estimer. On a déjà procédé de la même manière pour l'intervalle de confiance. Alors, regardez bien. On va travailler avec les variances inconnues, certes, mais dans un premier temps, on va supposer les variances égales. Bon. Il y a des tas d'expériences où c'est raisonnable de le penser. Et quand on le fait, ça a beaucoup d'avantages. Donc on va commencer par la situation où les variances sont inconnues, mais elles sont les mêmes. Parce que ce sont des erreurs de mesure. Et comme ce sont des erreurs de mesure, je fais les mêmes erreurs dans cette série d'échantillons et dans cette série d'échantillons. Donc ça, ce n'est pas un problème. Alors, vous vous souvenez de la formule sigma d au carré. Alors, dès l'instant que j'ai sigma 1 égale sigma 2, sigma 1 égale sigma 2, je fais sigma 1 égale sigma 2 égale sigma, et du coup, je peux le mettre en facteur. Donc, j'ai sigma carré, facteur de 1 sur 1 plus 1 sur 1 2. Le problème, c'est que je ne connais pas sigma carré, et ce sigma carré, eh bien, c'est ce que je vais estimer. Alors, comment l'estimer? Qu'est-ce que ça représente, ce sigma? Ça représente la variabilité intra-échantillon, c'est bien ça? Dans mon exemple, ça représente la variabilité intra-population. Donc, puisque cette variance est commune, regardez l'idée. Elle consiste à prendre tout ce qui est intra-échantillon 1, tout ce qui est intra-échantillon 2, et à faire la somme. Puisque mes variances sont les mêmes, eh bien, première idée, c'est de dire, moi je prends mes écarts à la moyenne. Et ces écarts à la moyenne, ils me donnent une idée de la variance. Eh bien, je prends tous les écarts à la moyenne, ceux de l'échantillon 1, ceux de l'échantillon 2. Ça me fait une gigantesque somme. Hein, et cette gigantesque somme, eh bien, il faut que je la divise par quelque chose. Alors, par quoi? Je vais diviser par cette quantité-là, qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Je vous ai déjà parlé du nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, c'est une quantité qui est attachée à une somme des carrés. Une somme des carrés, donc j'ai plusieurs termes. Et bien à cette somme des carrés, je peux associer un nombre de degrés de liberté, qui est quoi? Qui est le nombre d'éléments que je peux fixer indépendamment. C'est-à-dire le nombre d'éléments moins les contraintes. Alors ici, j'ai combien d'éléments? J'en ai n1 plus n2. J'en ai n1 plus n2. Et j'ai combien de contraintes? Eh bien, la somme des x1i moins x bar 1, ça vaut 0. Vous vous souvenez? La somme des écarts à la moyenne vaut 0. Ça, c'est vrai pour l'échantillon 1 et pour l'échantillon 2. Donc, sur tous mes nombres, là, sur les n1 premiers, j'ai une contrainte, c'est n1 premiers, leur somme vaut 0. Sur les n2 suivants, j'ai aussi une contrainte, leur somme vaut 0. Donc, quand j'ai les n2 moins 1 premiers, j'ai le dernier. Et pareil, quand j'ai les n1 moins 1 premiers, j'ai le dernier. Donc, le nombre de degrés de liberté, c'est n1 plus n2 moins 2. Voilà.
Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire, ben voilà, sigma chapeau, comment je fais? Je prends mes estimations de la variance, et puis j'en fais la moyenne. Ça revient à ça. Alors, c'est exactement la moyenne, si N1 est égal à N2, bien sûr. Hein? Alors, en procédant comme ça, on a un estimateur sans biais. Voilà. E de sigma chapeau égale sigma. Donc, une fois que j'ai un estimateur sans biais, eh bien, je vais réitérer ma procédure. Je réitère ma procédure. Simplement, je vais remplacer le sigma par le sigma chapeau. Voilà. Donc maintenant, je vais estimer sigma chapeau D par sigma chapeau 1 sur N1 plus 1 sur N2. Du coup, maintenant que j'ai non pas mon vrai sigma D, mais mon estimation de sigma D, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je calcule mon indicateur normalisé, D sur sigma chapeau D, et là, je n'obtiens pas une loi N01, mais j'obtiens une loi de Student. C'est exactement la même chose que lors de l'intervalle de confiance. On peut dire en gros que lorsque je remplace la vraie variance par son estimation, je passe d'une loi normale à une loi de Student. Et le nombre de degrés de liberté de cette loi de Student, eh bien, c'est le nombre de degrés de liberté de la somme des carrés qui joue, c'est-à-dire N1 plus N2 moins 2. Donc cela étant, on va utiliser exactement la même procédure, mais simplement, on va remplacer la loi N01 par une loi de Student. Alors, exemple numérique. Ça démarre exactement de la même manière. J'ai 8 parcelles de la variété 1, 8 parcelles de la variété 2, 80, 81. Je fais cette hypothèse ici. Alors, comment je vais faire mon estimation? Eh bien, j'ai S'1 égale S'2 égale 1 quintal. Vous savez, j'avais choisi mes données exprès pour. Je me suis un peu cassé les pieds, si je puis dire, pour trouver des nombres tels qu'on ait des estimations de variance qui sont égales à 1. Donc, du coup, j'ai un sigma chapeau qui vaut 1. Alors, comme j'ai un sigma chapeau qui vaut 1, sigma D vaut 0,5. En fait, c'est exactement le même calcul. Je tombe sur D sur sigma chapeau D égale 3. Donc, je refais exactement le même calcul que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'avais comme hypothèse, vous vous souvenez, sigma 1 égale sigma 2 égale 1. Maintenant, je n'ai plus cette hypothèse, j'ai simplement sigma 1 égale sigma 2. Je fais l'estimation, et puis là, j'ai fait les calculs exprès pour, je tombe sur 1. Bon, donc je tombe sur le même indicateur statistique 3. Simplement, cet indicateur statistique 3, je vais le situer, non pas dans une loi N01, mais dans une loi de Student. Alors, quelles sont les limites données par la loi de Student? Alors, je prends alpha égale 5%, j'ai combien de liberté? 14, voilà un extrait de table, je regarde à 14, 2,1. Si j'avais une infinité, j'aurais un 96. Wow, c'est pas tellement différent. Donc ici, je vois que le quantile de la loi de Student, là, qui m'intéresse, c'est-à-dire le quantile à 97,5%, il est de 2,1. Comme 3 est supérieur à 2,1, je rejette H0. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, exactement la même chose, simplement mes limites ont un peu changé. D'ailleurs, mes limites, elles sont un peu plus grandes, vous avez remarqué. C'est un peu plus difficile de rejeter H0 quand je ne connais pas les variances. Je rajoute de l'incertitude. C'est logique. Alors, pour comparer les deux, regardons les probas critiques. Alors ça, je crois que ce n'est pas sur votre poly. Vous calculez ici la probabilité critique et vous tombez sur 0,09. Bon, on n'est pas très loin du 1%. C'est hautement significatif. Il n'y a pas de discussion possible. Et tout à l'heure, on avait combien? Alors, je vais vous le rappeler ici. Tout à l'heure, on avait 3 pour 1000. Voilà une façon de quantifier la différence là, entre nos deux expériences. On pourrait dire qu'on a une expérience qui est plus puissante que l'autre. Plus puissante, c'est-à-dire plus apte à mettre en évidence des différences. Quand vous connaissez les variances, eh bien vous avez un processus plus puissant, vous êtes plus à même de mettre en évidence des différences. Pas parce que vous avez plus d'informations. Quand vous avez moins d'informations, eh bien vous êtes moins apte à mettre en évidence des différences. Mais ici, ça reste tout à fait gérable. Alors, dernier cas, lorsque les variances sont inconnues et vous ne pouvez pas les supposer égales, parce que vous dites, voilà,
quand je m'intéresse à mon expérimentation 1, j'ai une très mauvaise précision sur mes mesures, alors que pour l'expérimentation 2, j'ai une très bonne précision pour telle et telle raison. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous souvenez de la formule du sigma chapeau carré d? Eh bien ici, du sigma d, pardon, donc quand je veux l'estimer, je remplace les vraies valeurs sigma 1 carré, sigma 2 carré par leur estimation. Donc je vais estimer la variance de la différence de moyenne par cette quantité-là. Et je vais toujours avoir un indicateur normalisé qui soit une loi de Student. Donc en résumé, lorsque je ne connais pas les variances et que je ne peux pas les supposer égales, je remplace chaque variance de la population par son estimation. Et je calcule mon indicateur normalisé. Et au lieu d'avoir une loi normale, j'ai une loi de Student, comme tout à l'heure. Sauf que cette loi de Student, elle n'a pas exactement le même nombre de degrés de liberté. Alors, le nombre de degrés de liberté, il est assez complexe. Voilà la formule. Jamais vous n'aurez utilisé cette formule, ou plus exactement, les logiciels l'ont fait pour vous. Donc ça, n'essayez pas de vous dépatouiller là-dedans. Ce n'est pas très très facile. Ce qu'on peut voir ici, c'est que nu est compris entre deux bornes, là. Il y a une borne qui est N1 plus N2 moins 2. Donc ce qui est le cas précédent. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Vous savez, après on va calculer la distribution de Student. Je reviens sur le transparent précédent. Regardez bien. Selon les degrés de liberté, là, plus votre nombre de degrés de liberté augmente, et plus vous vous rapprochez d'une loi normale, plus vos bornes diminuent. Donc plus vous avez un processus puissant, apte à mettre en évidence des différences. Alors maintenant, je reviens ici, et je vois que le degré de liberté ici, dans cette nouvelle procédure, au maximum, il est égal à celui de tout à l'heure. Bien, c'est le meilleur cas de figure. Et au minimum, eh bien au minimum, il vaut inf de n1-1 et de n2-1. Alors qu'est-ce que c'est ça, le inf de n1-1 et de n2-1? n1, c'est mon nombre de parcelles pour la variété 1. n2, le nombre de parcelles pour la variété 2. Spontanément, j'ai pris 8 et 8. Et si je prenais, non pas 8 et 8, 16, mais si je prenais 12 et 4, on a l'intuition que c'est moins bon. Ben là, le calcul nous dit que ça va être moins bon, effectivement. On va perdre en degré de liberté. On va perdre en degré de liberté. Donc, vous voyez, c'est le plus petit qui compte. C'est le plus petit qui compte. Cela étant, c'est la même procédure. Donc, c'est la même procédure, premièrement. Simplement, vous utilisez une loi de Student qui n'a pas le même nombre de degrés de liberté. Alors, vous allez me dire, mais c'est assez complexe, parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans le degré de liberté. Ne vous inquiétez pas, les machines vont vous calculer les probabilités critiques. Donc vous allez lire la probabilité critique. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail du calcul des degrés de liberté. Vous voyez? Ça, c'est géré par le logiciel. Donc ça, c'est quand même très précieux. Alors, il y a deux cas particuliers. Lorsque N1 est égal à N2, on retrouve la même estimation de variance. Hein, on retrouve la même estimation. Bon, ça, c'est bien. Mais pas le même nombre de degrés de liberté. En revanche, c'est exactement dans notre cas. Hein, si vous avez N1 égale N2, et si en plus vous avez à peu près les mêmes variances, et bien dans ce cas-là, vous retombez sur l'hypothèse d'égalité des variances. Mais ça veut dire que si vous avez une égalité des variances, alors que vous n'avez pas mis comme hypothèse, dans ce cas-là, vous avez ces quantités-là qui sont les mêmes, et vous retombez bien sur vos pattes. À savoir, vous n'avez rien perdu. Bon, c'est un cas qui n'est pas très fréquent, et donc ça méritait d'être signalé. Bon, alors tout ça, c'est assez compliqué. Encore une fois, parce qu'on va décider dans l'incertain. On va décider dans l'incertain. Donc là, on a un formalisme classique qui nous aide beaucoup. Il nous aide pourquoi? Il nous aide parce qu'il formalise les risques. On va prendre une décision, mais on va savoir chiffrer les risques. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ces choses-là sont à la mode. Hein. On peut gagner sa vie rien qu'en chiffrant les risques. Alors, il faut des risques peut-être plus compliqués que ceux-là. Hein.